Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 149 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Je vous vois venir, vous avez lu le titre et vous vous êtes dit « Mais c'est quoi ça, la matrescence qui promeut la chirurgie esthétique au lieu de nous apprendre à accepter nos corps ?» Elle nous fout encore la pression. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Déjà, je voudrais dire, nos corps changent à mesure que la grossesse progresse, vous le savez. Nos corps changent en donnant la vie, vous le savez sûrement aussi. Nos corps changent quand l'allaitement s'arrête, si allaitement il y a eu. Et nos corps changent parce qu'on est fatigué. Nos corps changent parce qu'on vieillit, tout simplement. Et donc, se pose tout un tas de questions sur ces changements. Qui ne s'est pas retrouvé devant le miroir en regardant les stigmates d'après-grossesse, en étant au mieux émerveillé, au pire découragé ? Moi, j'ai été les deux sur ce spectre. Et comme beaucoup, j'ai cherché des solutions pour m'accepter ou pour changer. Oui, n'ayons pas honte de se l'avouer. Docteur Frédéric Lange est chirurgien esthétique, très présent sur les réseaux sociaux, allez le suivre, il est vraiment très intéressant, avec une approche à l'opposé de ce que l'on peut attendre d'un pro de l'esthétisme. C'est-à-dire une approche holistique qui passe par la nutrition, la qualité du sommeil, oui je sais les parents, c'est pas pour nous, la gestion du stress, ça non plus c'est pas pour nous, et l'épigénétisme. Alors on trouve quoi dans cet épisode ? On y trouve des explications claires sur le mélasma, salut, moi je fais partie de la team mélasma, les vergetures, la peau distendue, la séparation des abdos par exemple, après un accouchement, le diastasis recti, et les bouleversements qu'une femme traverse immédiatement en postpartum. On parle des remèdes miracles, s'il en existe vraiment, bon spoiler alert, non, et tant mieux, et il vous explique pourquoi ça ne marche pas forcément et ce qu'on peut vraiment faire. Et enfin, on parle du fait de vieillir, mais dans les meilleures conditions possibles, de manière saine, pour accompagner nos enfants et nos petits-enfants, je l'espère, le plus longtemps possible. Et pour finir, on va quand même le dire, on parle de cette société d'image, des réseaux sociaux, et de la difficulté de vieillir de manière physique, esthétique, dans ce monde virtuel. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Fred, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'ai essayé de trouver des créneaux, ça fait longtemps, ça fait des mois que j'essaye d'avoir. Mais tu es un chirurgien très occupé, j'avoue. Donc merci de me consacrer 1 heure déjà. Salut Clémentine, écoute, c'est avec grand plaisir. C'est vrai que ça n'a pas été facile de trouver un moment tous les deux, mais là c'est bien. Donc on va pouvoir discuter tranquillement. Déjà, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as voulu devenir chirurgien ? Et est-ce que tu envisageais, une fois tes études de médecine finies, aller vers la chirurgie plastique ou c'est venu par hasard ? Alors, c'est vraiment complètement venu par hasard. Moi, j'ai fait médecine sans avoir une spécialité en tête. Et après, en fait, dans le cursus, on fait des petits stages un petit peu dans les différents services. Et je me prédestinais pas du tout à ça. Je savais pas du tout, d'ailleurs, ce que je voulais faire. Je m'intéressais à plein de trucs, la cardiologie, la nutrition, etc. Et j'ai fait un stage dans un service de chirurgie plastique. Et ça m'a beaucoup plu parce que
bon, à l'époque, on connaissait un peu la chirurgie plastique à travers les médias, Nip-Tuck et tout. Et j'ai découvert un monde qui était beaucoup plus vaste que ça, parce qu'il y avait la chirurgie reconstructrice, les grands brûlés, la chirurgie réparatrice, etc. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment passionnant. Et voilà, ça s'est fait un peu par hasard comme ça. Et après, j'ai eu l'opportunité donc d'intégrer ce cursus. Et voilà. Et c'est vrai que si on te suit sur les réseaux sociaux, on va beaucoup en parler, mais tu as une vraie approche holistique du bien-être, de la santé, de la longévité, du vieillissement, peu importe comment on veut le dire. Donc, t'es pas du tout axé simplement bistouri et comme on peut le voir dans Nip-Tuck, par exemple, comme tu dis. Oui, disons que en fait, je m'étais fait. Alors, à mon humble niveau, j'ai toujours eu l'ambition. En fait, j'ai toujours trouvé un petit peu injuste le traitement médiatique de la chirurgie plastique, un peu réducteur, un peu dans la caricature et tout. Peut-être qu'on en parlera sur l'aspect sociétal, télé-réalité, tout ça. Et j'ai toujours trouvé ça un peu injuste parce que, pas à titre perso, mais les collègues que je fréquente, chirurgiens plasticiens et tout, j'ai vraiment une haute estime de cette profession. C'est des gens que, dans la grande majorité, qui sont super intéressants, qui ont beaucoup d'éthique et tout. On est assez loin, en fait, des clichés. Et ça m'a toujours saoulé, en fait. Ça m'a toujours un peu saoulé. Et je me suis dit, putain, mais je vais essayer à mon petit niveau, de montrer un peu ce que c'est vraiment la chirurgie plastique, et puis qu'on n'ait pas, des avides d'opérer, avides d'argent et tout, parce qu'il y a tous ces clichés, de bling bling, tous ces clichés qui sont un peu véhiculés. Et voilà. Donc c'est vrai que j'essaie d'avoir une approche un peu holistique, à parler de la santé, de la beauté au sens large du terme, avec tout ce que ça recoupe sur les différents aspects de la beauté, quoi, sans rester que sur le bistouri. Ouais. C'est vrai que je pense qu'on a à peu près la même génération. Je me souviens quand j'étais ado, j'avais E-News là ou MTV, je sais plus. Il y avait cette télé-réalité sur un chirurgien plastique brésilien, mais qui était aux US. Alors j'aimais bien regarder. C'était assez trash. Hein. Non mais vu, écoute, je sais pas laquelle tu parles. Il y en a une qui est très fameuse aux États-Unis, c'est Botched, avec deux chirurgiens, Paul Nassif et David, je sais plus comment ça s'appelle l'autre, avec deux chirurgiens qui consultent, ils voient des cas un peu. Mais celle dont tu fais allusion, je ne connais pas. Ouais. Non, c'est pas ça. Et lui, c'était le chirurgien de Hollywood. Et c'est vrai qu'on était sur tous les clichés dont tu peux parler. Là, il était millionnaire. Il opérait que les stars. Et bon, on voyait pas des stars, mais tu vois, il opérait des nanas de 17 ans. Et tu disais, oh, quand même. Ce qu'on sait peu, en fait, mais tu vas voir, c'est très cohérent, c'est que la chirurgie plastique, en fait, c'est pas la même dans tous les pays, puisqu'on a des cultures différentes, et tu vois la façon des gens de s'habiller, etc. C'est pareil pour la chirurgie plastique, donc dans l'approche du patient, dans la demande. Par exemple, les chirurgiens anglo-saxons sont beaucoup plus libéraux, c'est-à-dire qu'ils vont faire un peu le client est roi, comme on dirait. Donc, quand on demande des trucs un peu extravagants, ils vont le faire, ils estiment que c'est le patient qui choisit pour lui. En France, on va être un peu plus dans on prenne une culture un peu plus peut-être conservatrice sur ce côté-là, avec le code de déontologie qui nous demande de ne pas nuire, donc avec une représentation de la beauté, du naturel, etc., qui donne une approche différente et donc des pratiques différentes. Et c'est vrai que on n'est pas des chirurgiens américains. D'ailleurs, on le voit dans les congrès internationaux, parce on n'a pas les mêmes références culturelles, etc., que les Américains, que les Brésiliens, que les Coréens, ce qui est normal, hein, ce qui est bien. C'est vrai que les standards de beauté sont pas forcément homogènes dans le monde, et tu le montres d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est ça. Alors, c'était le cas jusqu'à un peu. Maintenant, c'est vrai qu'il existe un phénomène d'uniformisation, de mondialisation, comme justement, je comparais à la façon de se vêtir, la façon de consommer de la nourriture, des Coca, McDo, etc. Il y a aussi un peu ce truc avec la beauté qu'on appelle la kardashianisation. Je sais jamais dire kardashianisation de la beauté, c'est-à-dire, tu vois, une espèce dans les plus jeune génération, une espèce de beauté universelle qui touche certaines franges jeunes de la population, qui aimerait ressembler un peu, on dit Kardashian, un peu dans l'idée, donc avec un type de peau, un type de silhouette, etc. Et on voit cette espèce d'uniformisation, c'est un phénomène un peu particulier. Bon, voilà, je sais pas si tu voudras qu'on parle de ça tout à l'heure. Alors, moi, ça m'intéressait surtout parce que, pour être honnête, la première fois que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, c'est avec ta vidéo qui a été le plus vue, plus de 2 millions de fois, où tu racontes de manière particulière une consultation où un homme est avec sa femme qui est en postpartum et dit... si elle avait plus de volonté, elle reviendrait en gros à son poids normal. Ah oui. Ouais, elle retrouvait sa silhouette, ou si elle avait plus de motivation. Et toi, tu dis, messieurs, on va se calmer, il y a plein de choses qui jouent en postpartum. Et j'avais trouvé que c'était fort de la part d'un médecin et homme, on va pas se mentir, t'es un homme, donc ça a un impact d'avoir ce discours-là, de dire, laissez-les tranquilles, en fait, les femmes qui viennent d'avoir des bébés, arrêtez avec ces injonctions complètement
hors propos, quoi. Alors, à la base, moi, cette vidéo, il n'y avait pas du tout cette arrière-pensée politique, entre guillemets, féministe. Et j'ai été étonné, en fait, du succès qu'elle a eu et le retentissement. L'idée de base de cette vidéo, mais j'ai apprécié, l'idée de base de cette vidéo, c'était principalement effectivement, sur le postpartum, etc. Et notamment, expliquer que avec les grossesses, les accouchements, la silhouette évoluait et que le fait de décorréler un petit peu le poids et la silhouette, c'est-à-dire reperdre 6 kilos, reperdre du poids de grossesse, ça veut pas forcément dire retrouver le corps d'avant. C'est naturel qu'il y ait une évolution du corps et en fait, la silhouette et le poids sont pas la même chose. Donc, à la base, c'était un truc un peu technique parce que c'est vrai que on peut avoir une vision un peu faussée, les hommes notamment, mais aussi certaines femmes, de ce qu'est le postpartum sur la silhouette, sur le poids, etc. Et en se disant, bon, ben, avec un peu de volonté, on peut revenir comme avant. C'est vraiment pas si simple que ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses déjà au niveau organisation du mode de vie, parce qu'effectivement, on est bouleversé dans son mode de vie, mais également au niveau physiologique, au niveau hormonal et tout. Et donc, c'était pour mettre un petit bémol par rapport à tout ça. Et donc, j'ai vu effectivement que cette vidéo, elle a eu un retentissement auquel je m'attendais pas du tout, parce que j'ai eu l'impression qu'il y ait beaucoup de femmes chez qui ça a fait écho, en fait, qui ont peut-être vécu ça plus ou moins de façon directe, indirecte, importante ou mineure, mais j'ai senti que ça avait un écho. Effectivement, j'ai été très, très étonné du retentissement que ça avait. À la base, c'était pas un discours vraiment politique sur faut lâcher les femmes après le truc, même si c'est quelque chose que je pense et qui est positif, mais c'est vrai que ça a eu ce retentissement auquel je m'attendais pas. Mais je pense que peut-être du point de vue d'un homme, vous vous rendez pas compte de la pression de la société envers nous-mêmes quand on a eu des enfants pour toujours ressembler aux standards qui sont demandés et pas avoir ce temps de guérison. C'est un temps long le postpartum et dans l'immédiateté dans lequel on est en permanence avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué, quoi. Ouais, bah effectivement, moi je m'en rends compte. Quand j'analyse ça, c'est pas particulièrement en tant qu'homme, c'est plus en tant que professionnel de santé parce que ces problématiques-là, je les vois et je les entends. Moi, j'ai écouté des billets de patientes. Effectivement, c'est quelque chose qui ressort. Effectivement, on est dans une société de l'image qui est difficile à vivre, qui est violente. Alors c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. C'est probablement plus vrai pour les femmes sur l'aspect apparence. Et effectivement, le moment du postpartum, c'est un moment particulier de la vie puisque considéré qu'il y a un avant-après au niveau mode de vie, etc. et au niveau du corps également. Il se passe une grossesse, c'est quelque chose au point de vue physiologique, c'est quelque chose qui est quelque chose de lourd. C'est un changement d'apparence, hormonal, etc. qui dure 9 mois a priori. Et c'est pas quelque chose comme tu l'as dit, qui va et vient comme ça instantanément. Cette société, de l'image, de l'instantanéité et tout, rend probablement ce parcours complique parfois, je pense, sur certaines femmes, ce parcours, ouais. Alors, si je t'ai aussi proposé une interview, c'est parce que t'explicites beaucoup de choses et tu vulgarises un peu du savoir autour du corps. Et je sais qu'un des premiers motifs de consultation dans vos cabinets, c'est beaucoup lié aux vergetures. Et tu le sais, les vergetures apparaissent très souvent aussi au moment des grossesses. Déjà, explique-nous, c'est quoi une vergeture ? Pourquoi est-ce que la peau, elle peut craquer comme ça ? Et pourquoi particulièrement on est sensible au moment de la grossesse ? Alors, une vergeture, c'est l'apparence d'un craquage de la peau. Ça s'appelle en latin striae distensae, c'est-à-dire une strie d'étirement, entre guillemets. Et en fait, ça correspond à une variation principalement de poids, de silhouette, ainsi qu'une variation d'imprégnation hormonale trop rapide pour la peau qui n'a pas le temps de s'adapter. Donc, on le voit principalement à 2 moments au niveau de la grossesse et au niveau de la puberté également chez certaines personnes, hommes et femmes. Et donc, ça fait apparaître des marques. Ces marques, elles sont plus ou moins larges, plus ou moins longues, plus ou moins discrètes. Elles sont placées à différents endroits du corps et elles peuvent être une source de complexe très important. Malheureusement, on n'a pas de remède miracle pour ça. Il faut comprendre qu'il y a 2 phases dans les vergetures. Il y a une phase inflammatoire initiale sur laquelle on peut avoir une action médicale pour limiter les traces. Et une fois que la vergeture elle est installée, après, c'est un peu l'équivalent d'une cicatrice. Donc, on va savoir l'améliorer.
mais on aura du mal à les faire disparaître complètement. Bon, il y a beaucoup de personnes chez qui ces vergetures sont pas un complexe, qui le vivent bien, qui le vivent même comme certaines personnes les cicatrices, c'est-à-dire une étape de la vie. Voilà, ça me rappelle que j'ai eu telle grossesse, ça me rappelle, etc. Il y en a qui en font un truc de fierté et c'est super. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de femmes qui peuvent être très complexées par les vergetures. Et voilà, effectivement, la grossesse c'est un moment qui est assez pourvoyeur de vergetures. Est-ce qu'il y a vraiment un remède miracle pour empêcher les vergetures? Non. Non, il n'y a pas de remède miracle. Il y a l'aspect gestion mais qui est pas facile, gestion de la cinétique de prise de poids, c'est-à-dire essayer d'éviter d'avoir une prise de poids trop violente pour sa peau. Mais déjà, on ne connaît pas le seuil de tolérance de sa peau, entre guillemets. Et puis, la cinétique, la vitesse de la prise de poids, elle n'est pas évidente à maîtriser. Bon, j'ai jamais eu de grossesse, mais j'imagine qu'on ne peut pas contrôler ça. On peut avoir des mesures préventives, comme hydrater sa peau, utiliser des huiles, etc., qui permettent quand même, les massages, qui permettent de limiter la survenue de vergetures, l'extension des vergetures, leur progression. Malheureusement, il y a aucun traitement miracle, ni préventif, ni thérapeutique. Et est-ce qu'on est aussi inégaux et inégal face aux vergetures? C'est-à-dire il y a un aspect génétique et oui. C'est la loterie de la qualité de la peau qu'on a? Exactement. On est inégal devant tout. C'est la nature. Et effectivement, il y a des gens qui ont des peaux qui sont beaucoup plus élastiques, des gens qui ont des peaux plus fines, plus épaisses, plus cassantes. Ça là-dessus, la génétique aujourd'hui est implacable. On peut pas savoir. Et donc, imaginons sur une femme qui a eu, par exemple, une grossesse gémellaire, parce que là, forcément, le ventre va être... La prise de poids est plus importante, en tout cas, la circonférence de la peau va un peu exploser. Est-ce qu'on peut traiter en postpartum de manière efficace en chirurgie ou en médecine, ou il y a des solutions à ça? Alors, en chirurgie, pas vraiment, parce que la chirurgie, par définition, c'est du bistouri, et ce serait enlever une cicatrice en faisant une autre. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, chirurgicalement, il y a très peu d'indications. Effectivement, peut-être dans certaines localisations, ça c'est vachement, la vergeture est très large, on pourrait la reprendre et faire une cicatrice plus fine. Il y a quelques cas où on peut faire ça, quelques indications, mais c'est vraiment pas la majorité. Les traitements, c'est plutôt des traitements médicaux, non chirurgicaux, qui sont basés, durant la phase inflammatoire, c'est les premières semaines, les premiers mois, pendant que la vergeture, elle est rouge, violette, un peu douloureuse. Là, il y a des traitements médicaux avec des machines qui vont être à visée un peu anti-inflammatoire pour apaiser et avoir une évolution plus calme, plus douce, moins inflammatoire, qui devrait laisser une vergeture plus discrète. Donc, il y a par exemple, souvent c'est des machines, c'est peu invasif. Il y a les LED, etc. La lumière infrarouge peut faire du bien. Voilà, et ce genre de traitement. Ça, c'est à la phase inflammatoire. Une fois qu'on sort de la phase inflammatoire, donc quelques mois, quelques années après, la vergeture, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est installée, c'est comme une cicatrice. Et là, on peut la traiter en faisant plutôt des traitements on appelle ça de resurfaçage de la peau, comme pour les cicatrices d'acné. Donc, c'est-à-dire, il y a des traitements chimiques avec certains produits qui vont un peu décaper la partie superficielle de la peau, des traitements physiques avec des lasers. L'idée, là, ça va être un peu de décaper, entre guillemets, pour atténuer la différence de relief que fait la vergeture. Voilà. Tu vois, je repense à ça. Tu disais que c'est à l'adolescence et souvent à la maternité, ou en tout cas chez les femmes. C'est vrai que j'ai eu des vergetures à l'adolescence, clairement. Souvent, c'est typiquement une période où il y a des personnes qui prennent 15 cm, 10 cm en quelques mois, qui prennent 15 kilos en quelques mois, et la peau, elle n'a pas le temps de suivre. Et voilà, ouais. Et je tiens à le dire, parce que mon mari est sportif de haut niveau, enfin ancien sportif de haut niveau. Lui, c'est au moment de la très grosse prise de masse musculaire. C'est ça, ouais. Il a eu des vergetures, donc les hommes ont des vergetures, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Les hommes ont des vergetures, effectivement, beaucoup d'athlètes en ont parce que lorsqu'il y a des prises de changement de corps importants, une augmentation de la masse musculaire importante, ça peut apparaître également. Non, mais c'est rassurant, tu vois, de dire qu'on n'est pas, c'est pas lié que à la génétique et chez les femmes. Ça touche pas que les femmes, effectivement. C'est vrai. Est-ce que dans ton cabinet, tu vois beaucoup de femmes qui viennent en postpartum et qui ont une urgence de vouloir retrouver ce que tu disais, il y a eu un avant-après, et qui ont des attentes qui demanderaient surtout beaucoup de temps de guérison? Ou est-ce que les femmes, elles viennent vraiment après un certain temps en ayant conscience que maintenant ça a changé, elles veulent trouver des solutions? C'est quoi le type de consultation que tu as? T'as les deux. Sur la chronicité, t'as les deux. T'as des patientes qui sont un peu en panique,
par rapport au changement de leur corps, qui le vivent mal. Je peux pas supporter ça, il faut aider moi, entre guillemets, je caricature, mais c'est ça. Donc, il y a celles qui sont dans une démarche, faut le faire le plus vite possible. Et t'en as, par contre, qui sont, chez qui c'est très différent, qui ont eu leur grossesse, voire plusieurs grossesses, qui sont occupés de leurs enfants, etc. Et c'est au bout de quelques années qu'ils vont dire, bon, voilà, mon corps a évolué, les années sont passées, il y a eu quelques grossesses, je le trouve moins attrayant, je me sens moins bien, et là, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Donc, on a les deux. Si tu veux, tu as des patientes qui sont un peu pressées, entre guillemets, qui vont avoir envie d'avoir recours à la chirurgie rapidement, et d'autres chez qui c'est un peu plus tard. Et puis d'autres des personnes qui consultent jamais parce que pour elles, c'est pas un souci. Je rappelle quand même que le but de la chirurgie esthétique, c'est une médecine. Une médecine, c'est là pour soigner. Et on soigne quoi? On soigne pas un corps. Un corps qui a qui a changé parce que la poitrine s'est relâchée, etc. C'est pas une maladie. Le problème de ça, c'est ce qu'on appelle le complexe, c'est-à-dire le fait de mal le vivre. Nous, en tant que chirurgien plasticien, c'est ça qu'on doit soigner. Si on opère quelqu'un et qu'il a toujours son complexe, on l'a pas soigné, même si le corps a changé, tu vois. Et donc ça, c'est important de le rappeler. On n'est pas là pour faire des beaux corps, les mêmes corps à tout le monde, etc. Quelqu'un qui n'a pas de complexe n'a pas consulté un chirurgien plasticien pour rentrer dans une norme, pour avoir tel volume de poitrine, telle silhouette, etc. Non. Nous, on est là pour soigner les gens, et soigner les gens, c'est les aider avec leur complexe. Pas de complexe, pas de médecine. Maintenant, quand il y a un complexe, effectivement, certaines personnes arrivent à surmonter leur complexe avec un travail d'introspection, avec du temps, avec de la maturité, avec parfois de l'aide de psychologue. Certaines personnes n'y arrivent pas, elles préfèrent se dire, bon, plutôt que de continuer à souffrir, etc., je vais avoir recours à la chirurgie. Ça, c'est vraiment la vocation initiale, lorsqu'elle n'est pas dévoyée, vraiment la vocation initiale de la chirurgie plastique en tant que médecine. Et est-ce que justement, quand dans ton cabinet, tu as les femmes qui arrivent paniquées et qui sont dans un temps très court, est-ce que votre rôle, c'est de dire, on va patienter aussi un petit peu, peut-être que dans quelques temps, peut-être quand vous aurez dormi un peu plus, voilà, on sait, il y a plein de choses qui jouent. Tu vois, quel rapport parce que vous avez un rôle clé à jouer sur apaiser. Exactement. On a un rôle clé. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment physique, physiologique. Quand on a une grossesse, on sait que les variations, entre guillemets, le bouleversement de corps, ça va se stabiliser quelques mois, pas juste quelques jours après la grossesse, quelques mois après la fin du bouleversement hormonal, c'est-à-dire quelques mois après la fin d'un allaitement éventuel. Donc, tu vois, une patiente qui allaite, on va attendre, on va lui conseiller plutôt terminez votre allaitement, laissez passer quelques mois, il va y avoir des variations corporelles qui vont encore faire changer votre corps. Si je vous opère aujourd'hui, vous allez arrêter d'allaiter, par exemple, votre poitrine, si on prend l'exemple de la poitrine, elle va se relâcher un petit peu après l'allaitement. Donc, c'est idiot de faire de la chirurgie aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'est sur l'aspect physiologique. On conseille souvent aux patientes de temporiser un petit peu jusqu'à une stabilité. Généralement, on dit 6 mois après la fin des bouleversements hormonaux. 6 mois après la grossesse, 6 mois après l'allaitement, s'il y a allaitement. Et après, il y a l'aspect psychologique. Effectivement, on est là pour rassurer les patientes en leur disant, écoutez, ce qui vous arrive, c'est pas une maladie, c'est la vie, c'est quelque chose de normal. Nous, on peut vous aider, on pourra vous aider, mais il faut le faire dans de bonnes conditions. Il ne faut pas le faire dans le cadre d'une impériosité, d'une urgence et tout, parce que c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Et même si la chirurgie plastique est une chirurgie relativement safe, etc., là, on prend quand même des risques avec sa santé et donc il faut vraiment prendre le temps de se poser pour mesurer tout ça et réfléchir au bouleversement que ça peut entraîner. Donc pendant la grossesse, il y a les vergetures qui peuvent apparaître, il y a aussi le mélasma que moi j'ai eu à 3 endroits différents pour 3 grossesses différentes. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi ce phénomène, pourquoi tout le monde ne l'a pas, hein et comment on fait si c'est possible à le soigner? Alors, le mélasma, on appelle ça également le masque de grossesse, c'est l'apparition de pigmentation, principalement sur le visage, le front, les pommettes, etc. C'est également, là encore, la faute des hormones. Ça peut être assez discret, ça peut être plus marqué, notamment chez les patientes qui ont la peau claire. C'est quelque chose qui peut céder après les grossesses, c'est-à-dire disparaître complètement ou alors diminuer. Mais chez certaines patientes, chez certaines femmes, ça peut être un peu plus marqué, ça peut rester cette pigmentation. Et là, encore une fois, c'est toujours pareil, il y a des personnes qui le vivent très bien et d'autres qui sont complexées par ça. À ce moment-là, ouais, on les voit de temps en temps dans nos cabinets. Alors, désolé, encore un peu le même discours que pour les vergetures, pas de traitement miracle. De toute façon, en médecine, en chirurgie, en chirurgie plastique, il y a
pas énormément de traitements miracles. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Mais sur ces trucs-là, il n'y a pas de traitement miracle. Il y a les protocoles de soins avec des crèmes, les protocoles dermatologiques. Il y a aussi certains types de machines, certains types de peeling qui peuvent améliorer les choses. Le temps va faire beaucoup, mais il n'y a pas de, j'anticipe un peu parce que tu vas me poser la question, je pense juste après, il n'y a pas de traitement miracle non plus pour le mélasma. On sait améliorer les choses. On sait améliorer les choses si c'est un complexe pour vous, mais on n'a pas, comme pour les vergetures, un traitement miracle qui peut vous garantir que ça va disparaître complètement. Non, en revanche, tu as raison. Moi, sur le temps, je vois la différence avec l'imprégnation hormonale qui diminue et donc le mélasma C'est parti. Qui est quasiment... Ouais. Alors, il revient si je me protège pas bien la peau avec une crème solaire et que je m'expose trop. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai eu à l'imprégnation maximale que je pouvais avoir. Et pourtant, je me mets de la 50 tous les jours. Mais... Et à un moment, c'était un complexe pour toi ? Oui, parce que j'ai eu la moustache. Ouais, alors ça, la moustache, il y a des endroits qui sont mal placés et c'était difficile parce que c'était les moments où j'étais à la télé et les maquilleuses, elles s'arrachaient la tête pour arriver à le faire disparaître. Enfin, c'était voyant, tu vois. Dans ma vie de tous les jours, je m'en fichais un peu. Enfin, ouais, c'était à l'écran. Il y a des choses qui sont plus voyantes que d'autres. J'ai sur les joues, sur les pommettes, comme t'as dit. J'ai partout, t'as dit, tu vois. Le front, les pommettes. Bon, écoute, là, au moins, en tout cas, ça se voit non, plus non, mais parce que je le dis, j'ai plus d'imprégnation hormonale depuis l'arrêt de l'allaitement, donc il y a 1 an, et je vois la différence. C'est vrai, le temps long. Et j'ai su la première à avoir arrêté, mais je veux que ça disparaisse maintenant. En fait, je veux plus le voir et de bien, c'est violent, bien boire aussi. Je crois ça marche aussi dans l'hydratation. Alors là c'est l'approche holistique, donc tout ce qui va favoriser le renouvellement cutané, tout ce qui va traiter il y a beaucoup d'antioxydants, la vitamine C, etc. Qui participent à la gestion de la pigmentation de la peau. Et donc effectivement c'est des conseils, je ne vais pas rentrer dans les détails physiologiques, mais des conseils de vie saine, notamment sur l'alimentation, la protection solaire, l'alimentation donc riche en fruits et légumes, éviter les sucres, etc. Éviter de fumer, se protéger du soleil, et puis le temps, effectivement, qui va améliorer les choses. Et en revanche, est-ce qu'on peut l'éviter d'avoir un mélasma ou c'est impossible, ça sera génétique, c'est notre peau? On peut pas le contrôler. Il faut se protéger du soleil tout le temps, et durant les grossesses également, mais il n'y a pas de mesures préventives. Ouais, donc c'est la loterie, quoi. Parce que tu vois, j'ai une petite sœur, ma sœur n'a jamais eu de mélasma. Rien, on n'a pas la même peau. Mon frère, il a des cheveux, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun ses problèmes. Oui, mais toi, ce n'est pas lié au fait que tu as eu un enfant. C'est ça que tu vois, la différence. Mais les hormones. En chirurgie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on traite comme pathologies qui peuvent être liées à l'accouchement, la grossesse, qui là nécessitent vraiment une intervention parce que parfois ça arrive, il y a besoin derrière. Alors, les deux qui me viennent en tête et qui sont les plus typiques, c'est l'abdominoplastie, donc le ventre qui s'est relâché. Et là aussi, j'expliquais dans ce petit post humoristique, là, tu faisais allusion tout à l'heure, c'est quand il y a la sangle musculaire qui s'est abîmée et la peau qui s'est relâchée, on peut, avec le sport, retonifier un petit peu la partie musculaire. Mais par exemple, l'excès cutané, ce qu'on appelle le tablier abdominal, l'excès de peau qui s'est développé, il y a une certaine mesure que la peau peut absorber et une partie, parfois, qui tombe. On peut faire tout le sport qu'on veut. Ça partira pas parce que la peau, elle s'est distendue, etc. Donc, l'abdominoplastie, c'est-à-dire la réfection, la réparation, entre guillemets, de la sangle abdominale au niveau de la peau et au niveau des muscles. Donc, l'abdominoplastie, avec ce que ça comporte, c'est-à-dire parfois l'écartement des muscles, qu'on appelle le diastasis, l'excès de peau qui vient tomber sur le pubis, qu'on appelle le tablier abdominal, qui est plus ou moins marqué. Ça, c'est quelque chose de typique, et le plus typique après les grossesses. Après, en deuxième, vient l'évolution de la poitrine, avec une poitrine qui peut un peu se relâcher parce qu'elle a pris du volume pendant les grossesses, et après le volume est parti, et la poitrine, elle tombe un petit peu. Donc les patients disent « ouais, ça me fait des gants de toilette, etc. » Là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect forme du sein, une poitrine qui se relâche et qui est source d'un complexe, et le volume aussi, parce que parfois les seins se sont vidés. Alors là encore une fois, c'est toujours le principe, c'est la loterie. Il y a des personnes chez qui on va pas du tout avoir cet effet, des personnes chez qui cet effet va être majeur, avec la poitrine qui se vide complètement, etc. Et donc ça, c'est ce qui arrive en fréquence en deuxième. En premier, c'est le ventre, en deuxième, la poitrine. Et il y a certains chirurgiens qui pratiquent ces deux chirurgies combinées.
Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils appellent ça le mummy makeover, donc c'est-à-dire entre guillemets, de façon un peu grossière, on retape la maman, quoi. Mummy makeover. Alors c'est lourd au niveau médical parce que c'est quand même 2 interventions. Ça se fait également en France, c'est un petit peu moins pratiqué parce que du coup ça fait quand même une intervention qui est longue. Dans les grandes lignes, c'est surtout ces 2 interventions, donc le ventre et la poitrine, le relâchement de la poitrine qui sont générés par les grossesses. Qu'est-ce qui viendrait d'autre? Non, c'est principalement ça. Principalement ça. Ouais. Et juste sur le diastasis recti. Ouais, le diastasis. Est-ce qu'il y a des patientes qui ne pourront jamais le récupérer? Il faut absolument d'intervention chirurgicale ou... Alors, le fait de faire des exercices avant la grossesse, durant la grossesse, après la grossesse, sur la sangle abdominale, ça va permettre de limiter ça, en renforçant un peu la tonicité musculaire. Le diastasie, on peut rappeler ce que c'est que quand on regarde les abdos, les plaquettes de chocolat, bon, je vous fais pas la démo, mais au milieu, vous savez, il y a une espèce d'ombre au milieu, là, et ça, on appelle ça la ligne blanche. C'est la jonction entre les muscles. Et c'est cette ligne blanche qui peut s'élargir avec les grossesses. Et donc, on appelle le diastasis. C'est cet élargissement de cette zone centrale qu'on appelle le diastasis. Alors, le fait de renforcer la sangle abdominale avant, après, va aider à limiter ça. Les kinés peuvent avoir un rôle là-dedans, la tonification musculaire, etc. Si le diastasis, il est modéré, généralement, il n'a pas trop de retentissement fonctionnel. En revanche, chez certaines personnes, il va être très important. On peut avoir des diastasis qui vont jusqu'à 10 cm, donc 10 cm d'écart entre les muscles. Et là, en fait, ça donne un aspect de ventre rond et tendu. On dirait un peu chez certaines patientes qu'elles gardent un peu comme un ventre de grossesse, rond et tendu, ou comme, tu vois, les gens qui boivent de la bière, un ventre un peu rond et tendu comme ça. Et ça, quand on a ce stade-là, un diastasis qui est large, il n'y a que la chirurgie qui peut le réparer. Ok. En anglais, ils appellent ça le mommy push. Ouais. Le ventre qui tire comme ça. Donc ça, c'est d'une opération. On est plus dans la chirurgie réparatrice que la chirurgie esthétique. D'ailleurs, la sécurité sociale et tout prend en charge ça. Et souvent, on le répare de façon combinée à la peau, quoi. On se sert de la cicatrice qui retend la peau, qui enlève l'excès de peau, pour pouvoir aller venir réparer, parce que le diastasis, ça monte jusqu'à à l'extrémité du sternum, comme ça. Donc alors ça, c'est douloureux. Contrairement à retendre la peau, le fait de ressangler, souvent, c'est ce qui fait mal aux patientes, le fait de réparer la sangle musculaire. Oui, parce que si on ne le fait pas, il y a des problèmes de dos. Pas forcément. Non, c'est pas forcément. Si c'est un diastasis qui est pas trop important, on peut avoir aucun retentissement ou alors un retentissement simplement un peu esthétique. Si c'est un diastasis important, effectivement, ça change un petit peu la forme de la silhouette, la statique, etc. Et oui, ça peut engendrer des problèmes de posture, de dos, de mâchoire, de cervicalgie, de dorsalgie, etc. Donc, ouais, on peut avoir un retentissement, ouais. Donc si je retiens quand même, encore une fois, c'est la loterie génétique pour la poitrine. Donc non, mais ce mythe que l'allaitement viderait forcément les seins ou abîmerait la poitrine est pas vrai à 100%. C'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. C'est quelque chose qui est assez banal quand même. C'est un phénomène que l'on voit et qui est facile à comprendre quand on allaite et les seins prennent du volume. Généralement, ce volume après la chute hormonale, il redescend assez rapidement et c'est toujours pareil. La peau parfois. Alors il y a des gens qui ont une peau très tonique et ça va suivre le mouvement et des fois la peau elle est un peu distendue et puis ça pendouille un peu. C'est ce que les patientes elles appellent l'effet un peu gant de toilette de façon humoristique. Et oui, mais c'est pas systématique, non. En médecine, il y a très peu de trucs qui sont systématiques. Vous savez, tous les gens sont différents et leur corps réagissent différemment à tout. Ce dont je parlais au début en intro, c'est que tu as vraiment cette approche, on va le redire, transversale, holistique, c'est plus joli comme mot, pour parler de santé. L'approche de la longévité, du vieillissement. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est important pour rester en bonne santé? Pas avoir l'air jeune, mais vraiment rester en bonne santé. Alors, c'est une super question. Alors déjà, les deux sont corrélés, c'est-à-dire avoir l'air jeune, et être en bonne santé, ça a un lien. Ok. Bien, quand quelqu'un est très malade, il a mauvaise mine. Donc, il y a un lien. C'est pour ça déjà que cette approche holistique elle a du sens, c'est-à-dire que être en bonne santé, la beauté et la santé vont souvent de pair. La beauté avec un grand B. Je parle pas de la forme du nez, etc. Et à contrario, j'ai toujours, moi, trouvé ça un petit peu dommage quand je vois des patientes qui viennent pour faire des soins, des botox, des trucs comme ça, qui, d'un autre côté, ont un mode de vie extrêmement malsain. Ils prennent à fond le soleil, qui mangent n'importe quoi, qui fument, qui font aucun sport. Bon, voilà, moi, je suis pas dans un rôle de moralisation, mais quand je vois ce genre de patientes, je leur explique, je leur dis, écoutez, là, vous venez me voir
vous allez dépenser de l'argent pour soigner votre peau, améliorer l'aspect de votre peau, mais vous pouvez également faire ça pour vous, on va détailler. Et en fait, ça va de pair. Donc, cette approche holistique, moi, je trouve elle coule de source, elle est évidente. Alors, on sait aujourd'hui que, encore une fois, la génétique est importante dans le vieillissement, mais par contre, ce que l'on sait, peu de gens savent, c'est que la part génétique du vieillissement, de la vitesse du vieillissement, elle est mineure. Les scientifiques, alors c'est une quantification, mais ils estimaient que c'était aux alentours de 15-20%, la responsabilité génétique sur le vieillissement, et c'est peut-être même moins que ça. Autrement dit, le fait d'avoir des grands-parents qui sont centenaires, ça vous protège pas particulièrement. C'est plutôt quand même mieux, mais on peut pas se réfugier derrière ça en ayant un mode de vie mauvais pour la santé, en disant ouais, ma grand-mère est morte à 103 ans. Non, ça marche pas comme ça. En revanche, le bon côté de ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses de notre milieu, de notre environnement, de notre façon de vivre, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui est à côté des génétiques, sur lequel on peut influer, avoir un contrôle, avoir un impact, et qui va nous permettre de vieillir le mieux possible et de rester le plus loin possible de la maladie. Évidemment, c'est pas du 100%. Il y a des gens qui ont fumé toute leur vie et qui ont vécu jusqu'à 100 ans en pleine santé, des gens qui ont un super mode de vie, qui ont un cancer foudroyant. Encore une fois, on n'est pas dans le contrôle absolu, mais globalement, on sait que en ayant certaines règles de vie, il y a une étude il y a pas très longtemps qui montrait que en changeant quelques critères sur le mode de vie, on pouvait allonger son espérance de vie d'environ 7 ans. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a principalement en numéro 1, alors je ne sais pas si c'est numéro 1, il y a la nutrition, la façon dont on s'alimente. Il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi. La nutrition, c'est un sujet très important parce qu'on dit que l'alimentation est la première des médecines et on dit également qu'on est ce qu'on mange. Donc, la façon de s'alimenter va être importante. Deuxièmement, il y a la sédentarité. Alors ça, c'est pas tout à fait le sport. L'activité physique, ça va arriver également en 3. Mais la sédentarité, c'est le fait d'avoir des modes de vie où on est assis toute la journée. Alors, j'ai vu que tu faisais attention à ça, toi, parce que souvent, tu es sur ton petit tapis roulant. Mais ça, c'est génial, tu vois. Il y a des pays, notamment dans les pays scandinaves, ils sont très sensibles à ça. Il faut comprendre que d'être assis toute la journée, c'est mauvais pour la santé. Mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est que si on est assis toute la journée, mais que on va faire du sport, par exemple, le week-end, on ne récupère pas, on n'arrive pas à compenser les effets négatifs de la sédentarité. Donc, le sport, c'est très important, avoir une activité physique, mais c'est encore plus important de ne pas être sédentaire. Si on devait classifier pour son espérance de vie, pour sa longévité, le plus important, c'est de ne pas être sédentaire. Les gens qui vivent le plus vieux dans le monde, c'est pas forcément les sportifs. Ce sont des gens, en revanche, c'est très rarement des gens qui sont au bureau toute la journée. Typiquement, c'est des gens qui vont avoir une activité physique douce, passive. C'est-à-dire sans faire attention dans leur mode de vie. Par exemple, quelqu'un qui jardine toute la journée parce que c'est son métier, va être toujours en mouvement. Donc le mouvement, la non-sédentarité, ça c'est une grande clé. Alors, ça c'est pas facile parce que quand on a un travail de bureau, on est assis au bureau, mais on peut adapter son environnement pour essayer d'améliorer ça. Toi, tu as mis un petit tapis roulant, c'est génial. Il y a des chaises hautes qui font qu'on est debout et non pas assis. On est plus actif. Tout ça, la non-sédentarité, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, donc on a dit la nutrition, non-sédentarité. Le sport, donc là vraiment la pratique du sport, c'est-à-dire dédier certains temps de sa journée, de sa semaine pour faire du sport. Alors, il y a les exercices intenses qui peuvent être courts, mais aller courir par exemple, mais également les exercices doux qui sont très importants, la marche, etc. Donc là, ce qu'on appelle la résistance douce, qui sont très importants et très bénéfiques. Et également, on le sait pas, mais il n'y a pas que le cardio, il y a aussi le renforcement musculaire, la force, la masse musculaire sont très très indexées avec la longévité. Pourquoi? Parce que quand on est âgé, si on a bien entretenu sa masse musculaire, on aura moins de chances de tomber, de se fracturer le fémur et après engendrer des complications. Éviter les comportements à risque, donc fumer, ne pas se protéger du soleil, etc. Et il y a un truc qui est hyper important, qui est moins instinctif, c'est tout l'aspect psychologique et relationnel. Il y a le sommeil, évidemment, contrôler son sommeil, contrôler son stress, très difficile tout ça. Ça, c'est des choses, vous voyez, j'en parle comme ça, mais moi, je suis le premier à être victime de mon stress. J'ai pas un très bon contrôle de mon stress, malgré le sport, etc. Donc ça, c'est des paramètres sur lesquels on peut essayer d'avoir un impact, mais c'est pas facile. Tout ça, tout ce que je dis là, c'est facile à dire, hein. C'est pas facile à faire, attention. Et donc le stress, le sommeil, est super important, le relationnel. La solitude diminue l'espérance de vie de 15 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est terrible. Et ça, c'est pas évident. C'est le fait de cultiver ses relations sociales, ses amitiés, ses relations. C'est quelque chose de primordial
pour la santé, pour la longévité. Donc voilà, tout ça, c'est les piliers de la santé, de la longévité. Ça fait beaucoup, hein. La grande idée derrière tout ça, c'est de mettre en place des systèmes qui nous permettent d'essayer d'être performants dans ces domaines-là, mais pas de façon active. C'est-à-dire prendre des résolutions, etc. Bon, on sait que ça marche pas trop. Par contre, si on adapte son environnement, eh ben, on sait qu'on aura plus facilement des résultats. Un exemple tout simple, par exemple sur l'alimentation, eh ben, quand on fait ses courses, on fait en sorte de pas acheter trop de saloperies entre guillemets qu'on fait rentrer dans la maison. Comme ça, ben, on va éviter d'en manger. Tu vois le petit tapis roulant, toi quand tu travailles, c'est super. Il est là, donc ben, t'as pas de chaise. Tu vas pas avoir le choix que de t'en servir. Le fait de se déplacer en vélo pour aller travailler, pour ceux qui le peuvent, eh ben voilà, ils auront pas le choix, ils devront prendre leur vélo. Bon, en fait, adapter son environnement pour pas avoir à y réfléchir, ça se fasse automatiquement. Parce qu'on sait que ça c'est beaucoup plus efficace dans le temps que une résolution, comme on va se dire bon ben voilà, là à partir du 1er janvier, je fais ça tous les jours et tout ça. On sait malheureusement que c'est plus difficile à tenir. Ouais, t'as raison. Moi, j'ai changé petit à petit, c'est-à-dire que je fais tous mes trajets de moins de 10 km à vélo. Si c'est possible. Alors oui, je triche, j'ai un vélo électrique, mais ça fait quand même que j'ai fait 2000 km sur une année que j'aurais fait en voiture. Eh ben, tu vois, t'as fait plus d'activité physique en voiture. Tu t'es peut-être moins énervé parce qu'en voiture, on s'énerve. C'est vrai. Et en plus, t'as moins pollué. Alors, c'est génial. Et j'ai pris l'air. Et parce que tu sais, tu dis, faut protéger sa peau absolument, mais on sait aussi que l'exposition au soleil, enfin, en tout cas, la lumière du jour, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien pour le moral, ça fait du bien pour créer de la vitamine D. Donc, effectivement, la lumière du jour est très importante. Le rythme circadien est très important. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui ont des rythmes inversés, qui travaillent de nuit, etc., sont en moins bonne santé de façon globale. Il y a des adaptations, mais on sait tout ça, la façon dont, l'heure à laquelle on s'alimente. Pendant longtemps, on a cru, non, c'est pareil, on a des entrées, des sorties pour les calories, que ce soit le matin, la nuit, tout. Non, ça on sait que c'est pas vrai aujourd'hui. On sait que le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme jour-nuit est important, le fait de s'exposer à la lumière en protégeant sa peau également, c'est important. Donc, effectivement, être dans la nature, sortir, tous ces trucs, ça peut paraître un peu ésotérique, mais c'est pas du tout ésotérique, hein. C'est vraiment, la science le montre de plus en plus aujourd'hui. C'est hyper important pour sa santé, sa longévité, et la santé mentale, ça fait vraiment partie de la santé. Et je pense que c'est quelque chose dont on a été privé pendant le Covid et la pandémie, de manière répétée et longue. Beaucoup de gens qui ont développé aussi des stress dus à ça, qui ont peur un peu plus de la foule, des gens. Et je me souviens, moi j'ai eu 2 grossesses pendant cette période-là. Moi qui suis pas du tout sédentaire à la base, je suis devenue vraiment sédentaire en fait, parce que on s'habitue à rester à la maison, on s'habitue à tout faire depuis l'ordinateur et à plus sortir, et c'est difficile ça, de sortir de ce mode de vie là je trouve depuis le Covid. Ouais, absolument, le Covid ça a été terrible. Bon, après je veux pas critiquer la gestion qui a été faite, j'ai pas les compétences pour, mais c'est vrai que ça a été une période terrible. En même temps, peut-être qu'on peut prendre ça comme voilà, je pense qu'il y a eu aussi pas mal de gens qui ont une prise de conscience avec ça. Donc, parce qu'on a ressenti vraiment une sédentarité extrême, un enfermement extrême. Beaucoup de gens, moi j'en ai fait l'expérience en me disant, ah ouais, mais c'est invivable vivre comme ça, de pas sortir, de rien faire et tout. C'est invivable. Et donc, ça, voilà, si on devait tirer quelque chose de positif, ce serait peut-être ça, ouais. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'effets négatifs, ouais. Il se passe quoi dans le processus de vieillissement ? C'est compliqué. Il y a plein de théories, on sait pas bien. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a l'oxydation, le vieillissement cellulaire, la désorganisation du patrimoine génétique, la désorganisation de l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui régule la génétique dans l'expression de nos gènes dans les cellules. On sait pas bien. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on sait qu'il y a certains êtres vivants qui vieillissent quasiment pas. Certains types de vers, certains types dans la mer, des trucs. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'intéressent à ça, qui combattent, qui essaient de trouver des alternatives au vieillissement. Et beaucoup de gens, de scientifiques et tout, estiment qu'un jour on pourra vivre 1000 ans, etc. Je sais que ça peut paraître dingue. Bon, les phénomènes de vieillissement, ils sont de mieux en mieux compris, mais il y a plusieurs théories qui s'intriquent, etc. C'est un peu complexe. Ce qu'on sait vraiment, la grande notion qu'on a depuis assez récemment, c'est vraiment ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire le poids de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on prépare sa longévité, sa santé de demain, aujourd'hui. Plus on a un mode de vie sain, jeune, plus on a une espérance de vie qui sera augmentée. Encore une fois,
Il y a toujours des gens, quand j'ai ce discours, disent ouais, mais moi je connais que j'ai une amie qui a eu un cancer du sein. Bon, évidemment, malheureusement, c'est pas un contrôle absolu, mais ça permet quand même, de façon globale à l'échelle d'une population, de rester éloigné de la maladie. Sur Netflix, là, il y a un documentaire qui est très intéressant, qui est sorti sur les Blue Zones. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, moi, c'est des sujets que je connais depuis longtemps. Alors, je l'ai pas regardé, mais je connais pas. Je l'ai vu. Il est génial. C'est bien, ouais. Alors, moi, j'ai lu les bouquins de Dan Buettner, etc. Et en fait, on voit certaines, un peu les sujets dont je te parlais avant, qui sont des patterns, c'est-à-dire des motifs que l'on retrouve dans toutes les populations qui ont une espérance de vie en bonne santé. Parce que quand on parle d'espérance de vie, là, comme on le fait, il y a aussi la qualité de vie et l'espérance de vie en bonne santé. D'accord, c'est ce que, en anglais, il y a le distinguo, on appelle ça le lifespan, c'est l'espérance de vie, vraiment en âge, et le health span, c'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé. Parce qu'évidemment, si on vit 100 ans, mais qu'à partir de 70 ans, on a une démence, on est gravataire, etc., la vie a moins de sens et d'intérêt, entre guillemets, malheureusement. Donc, le but, c'est l'espérance de vie en bonne santé, en étant autonome, en ayant toutes ses capacités cognitives, etc. Et donc, les patterns qui émergent, c'est, voilà, sur l'alimentation, les relations sociales, la sédentarité, etc. Et la génétique, elle en fait partie. Mais on voit que la génétique, c'est quelque chose qui n'est pas un facteur absolu. Par exemple, on le voit à Loma Linda, qui est une ville en Californie, où en fait, les gens ont une espérance de vie. Et c'est pas une population homogène, c'est une communauté religieuse, et c'est des gens d'origine différente qui ont une espérance de vie très importante par leur mode de vie. Et surtout, c'est intéressant quand ils sont sur ce thème-là dans le documentaire, donc qui est sur 5 épisodes. D'abord, ils vont au Japon, ils vont en Sardaigne, et ils vont aux US. Et tu te dis, ah ouais, aux US, alors qu'on sait que c'est problématique, la santé là-bas. Tu dis, ok, donc c'est possible, même aux États-Unis, alors que la sédentarité est forte. Mais il y a une vraie... Il parle vraiment de cet aspect communautaire où il y a des règles communes, en fait. Donc, tout le monde suit. C'est une ville de Californie qui s'appelle Loma Linda. C'est une ville assez riche qui est habitée principalement par une communauté religieuse qui sont les adventistes du 7e jour. Bon, c'est une secte, hein, c'est un courant religieux chrétien qui ont un mode de vie très proche, je crois, de l'Ancien Testament, si je dis pas de bêtises. Donc, ils boivent pas d'alcool, ils ne fument pas. Ils mangent principalement une alimentation végétarienne, peu transformée, avec des fruits et légumes, etc. Ils ont un mode de vie très actif, ils sont très peu sédentaires. Et ils sont animés d'une foi. On sait que la foi, de façon générale, quelle que soit la religion, etc., la foi, avoir une raison de se lever le matin, ça peut être quelque chose qui nous anime professionnellement, d'épanouissement familial, une foi religieuse également, philosophique, font partie des choses qui maintiennent longtemps en bonne santé. Souvent, les religieuses, les bonnes sœurs, ont une espérance de vie très importante. Parce que voilà, elles ont un mode de vie, elles sont assez actives, elles jardinent, elles font plein de trucs, elles ont une foi, elles ont un mode de vie relativement sain. Souvent, elles ont une espérance de vie supérieure à la moyenne. Et donc, malgré l'environnement aux États-Unis, alors aux États-Unis, quand on se balade, on voit effectivement que le standard de vie moyen américain, il est terrible pour la santé. Il est terrible parce que quand on est dans un supermarché, on voit que des supermarchés énormes, on voit que le rayon où il y a des fruits et légumes, il existe, mais il est petit. En revanche, le rayon de chips, de trucs comme ça, c'est des tonnes de rayons avec des produits super colorés. C'est vachement attirant. Il y a du marketing autour de ça. Et en fait, quand on est éduqué par rapport à tout ça et tout, on peut faire les choix, on a les bagages pour faire ses choix, par exemple sur l'alimentation, mais si on se laisse porter, si on n'a pas été sensibilisé à ça par l'école, etc., eh ben, on a un mode de vie passif qui peut être dégueulasse. Ouais. Et tu vois, je voulais parler de ce sujet dans ce podcast, alors que tu dis oui, c'est pas de la parentalité, mais si, parce que premièrement, je trouve quand on devient parent, vivre longtemps, ça devient un objectif parce qu'on a envie de voir nos enfants et vivre en bonne santé. On a envie d'être là pour nos enfants. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je te fais une petite anecdote par rapport à ça, pas une anecdote, mais un petit peu un fun fact entre guillemets. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants. Je vais leur donner un chiffre qui va leur faire plaisir entre guillemets. C'est qu'on s'est aperçu que il y avait un taux de centenaires très élevé, beaucoup plus élevé que dans la population générale, chez les femmes qui ont leur premier enfant après 40 ans. Ah ouais? Ouais, on ne sait pas pourquoi. C'est probablement hormonal, enfin on ne sait pas. Mais il y a un taux particulièrement élevé de centenaires qui vivent très longtemps voilà. Donc, si vous êtes en difficulté pour avoir des enfants et c'est quelque chose, machin, ça peut toujours être sympa de savoir ça parce que souvent c'est une période qui peut être difficile, de souffrance, etc. Mais voilà un truc sympa. Et ouais, comme tu le disais, effectivement, le fait d'avoir des enfants, ça rejoint tout à fait ça parce que on crée une famille.
Et donc, on sait que la famille, ça crée du lien social, du lien humain. Et ça fait partie le fait d'être en bonne relation avec sa famille fait partie des critères qui peuvent nous maintenir en bonne santé. Ça peut être un bon moteur. Et effectivement, on peut également, comme tu disais, avoir envie de changer en disant, maintenant j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, donc il faut que je sois plus sérieux, je sais pas, j'arrête de fumer, des trucs comme ça, je sais pas ce qui se passe dans la tête. Moi, j'ai pas d'enfants, donc je sais pas ce qui se passe dans la tête, mais je sais qu'il se passe des choses, ouais. Non, c'est plus de te dire, ok, la vie est pas infinie. La temporalité change quand tu deviens parent. Parce que déjà, t'as peur pour tes enfants, évidemment, mais toi, tu sais que t'es plus invincible. Enfin, finalement, avant ça, c'est aussi, plus tu vieillis, plus t'as cette notion-là, évidemment. Mais donc, comment je fais pour faire en sorte que je vive le mieux possible jusque plus tard? Et je voulais revenir sur un truc que tu en as un petit peu parlé, et donc tu n'es pas parent, tu ne peux pas comprendre cette torture, le manque de sommeil. Ouais, si, je peux le comprendre parce que j'ai fait des études de médecine où j'ai fait beaucoup de garde, donc je peux très bien le comprendre. C'est un sujet très important pour sa santé. Alors là, malheureusement, j'ai pas de conseils à donner aux parents. Je pense qu'ils gèrent ça du mieux qu'ils peuvent. Non, c'est plus ma question, c'est quel impact ça peut avoir quand pendant 3-4 ans, t'as des nuits hachées, coupées, t'es réveillé en permanence parce que t'as des tout petits. Sur la santé, est-ce qu'on a étudié ça par rapport à la parentalité? Je suis pas en mesure de te dire je sais pas si ça a été étudié, peut-être ça l'a été, mais je peux pas te répondre sur si on a étudié ça spécifiquement dans le cadre de la parentalité, c'est-à-dire avec des nouveau-nés qui se réveillent la nuit, etc. Mais on sait qu'un sommeil de mauvaise qualité, un sommeil trop court, etc. C'est vraiment très négatif pour la santé. Sur le long terme, sur la santé générale, mais de toute façon, on le voit bien parce que les gens qui sont privés de sommeil, sont fatigués, sont de mauvaise humeur, ils peuvent avoir plus d'accidents, etc. Donc tout est lié. Alors là, malheureusement, pour le coup, il n'y a pas énormément de solutions, je pense. Quand on non, ça c'est sûr, mais c'était plus, tu vois, sur la longévité, quel impact ça peut avoir. Et ça m'a toujours interpellée de me dire, les générations qui ont aujourd'hui 90 ans, enfin, on dit, sont les femmes qui vivent plus longtemps et qui se sont principalement occupées des enfants, puisque à l'époque, il y avait quand même pas vraiment de parité dans la parentalité. Et tu dis, pourtant, elles vivent plus longtemps, pourtant, elles ont une longévité. J'essaie de me rassurer, Non, mais je pense que de façon globale, le manque de sommeil, c'est mauvais pour la santé. Il y a tellement de paramètres, tellement de complexité que on peut pas mettre tous les curseurs au max, tout contrôler, etc. Et de toute façon, il y a des choses de la vie, tu vois. Ça, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qu'on peut difficilement contrôler. Enfin, j'imagine qu'il y a pas beaucoup de parents qui mettent les boules qui et qui laissent les enfants pleurer la nuit sans se lever. Et l'air qu'on respire. Quand on habite dans une ville, on peut pas le contrôler. Bon, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut pas malheureusement contrôler. On sait que le sommeil, la privation de sommeil, c'est plutôt négatif, mais ça n'empêchera pas forcément. Le fait d'avoir des enfants, on va pas plomber votre espérance de vie. Si la question était là derrière, parce que tu vois, le fait de créer des relations humaines, créer une famille, etc. Peut-être ça vient compenser ça. Il y a une espèce de bouleversement hormonal peut protéger certaines pathologies, etc. Donc bon. Et c'est intriqué dans une tonne de paramètres, mais bon. On est tous d'accord pour dire quand même, on préfère dormir la nuit, mais bon. Là aussi, je crois qu'il y a de grandes inégalités. Je crois qu'il y a des enfants qui dorment tout de suite très bien. Exactement. Et d'autres là, c'est la loterie. Qui font vivre un enfer. Voilà, exactement. J'ai une dernière question sur... parce qu'on vit quand même dans une société qui est beaucoup sur le paraître, via les réseaux sociaux, malheureusement aussi, mais l'aspect de la peau, tu parles beaucoup de ce qu'on peut faire. Est-ce que vraiment ça a un impact? Le rétinol, le collagène, le SFP, bon, évidemment dans tout l'aspect holistique, mais ce type de produits, est-ce que ce sont des produits miracles? Est-ce que ce sont des produits utiles? Ouais. Alors, très très bonne question, parce que c'est vrai que quand on a dit tout ça après, sur les soins en particulier, miracle, non. Miracle, déjà, ça, on peut oublier. La protection solaire, elle est importante contre le vieillissement, contre l'apparition de ça. Il y a beaucoup de cancers de la peau. Il y a une très forte augmentation des cancers de la peau. Pas que du mélanome. Le mélanome, c'est le plus connu, c'est le plus grave. Mais il y a plein de petits cancers de la peau qui peuvent être pas trop méchants, entre guillemets, qui se soignent en les retirant. Mais bon, c'est quand même délabrant, etc. Donc, ça, c'est en pleine augmentation. Donc, il faut bien se protéger du soleil. La protection solaire, c'est quelque chose de très important. Il y a probablement dans certaines crèmes des perturbateurs endocriniens et tout. Donc, il y a beaucoup de bon sens à avoir. On me demande souvent est-ce qu'il faut se protéger en hiver, etc. C'est pas des questions auxquelles on peut répondre facilement. De façon générale, il faut se protéger. Évidemment, si on se balade un quart d'heure au mois de décembre à Paris à 7h du mat dehors et que le reste du temps on est dedans,
c'est peut-être moins utile de se protéger que quand on est en vacances, à Juan-les-Pins au mois d'août. Bon, néanmoins, c'est important de protéger sa peau. Ensuite, le collagène, c'est très à la mode. Collagène alimentaire, etc. Alors, dans l'alimentation, il y a très peu de collagène. Enfin, on le trouve dans les carcasses, les pieds de porc et tout. Bon, ça constitue pas le quotidien de la plupart des gens aujourd'hui. Il y a quelques études sur la supplémentation en collagène qui donnent des résultats plutôt positifs. Ce sont pas des études extrêmement rigoureuses, comme on peut avoir des études sur un médicament pour le cœur, etc. Donc, c'est des études où on étudie la peau des gens, la façon dont il a... Mais, grosso modo, toutes ces études, il y a une quinzaine d'études, on va dire, c'est sur des petits effectifs qui concluent tous plutôt sur des effets plutôt positifs du collagène. Et avec une très bonne tolérance, peu d'effets négatifs, etc., hormis que c'est un certain le coût que ça peut avoir. Donc, le collagène, je dirais plutôt positif, mais c'est pas révolutionnaire. Le rétinol, c'est pas mal. Le rétinol, parmi tous les soins de peau, de skincare, c'est-à-dire de cosmétiques, le rétinol, c'est vraiment celui qui a été le plus étudié et de très loin contre le vieillissement, les taches, les ridules, etc. Là, il y a des effets vraiment démontrés, certains. Donc souvent, c'est des crèmes, le rétinol, qu'on applique le soir parce que c'est sensible à la lumière et c'est moins efficace. Donc c'est des crèmes de nuit. Alors, le rétinol, on peut avoir une intolérance. C'est-à-dire que ça peut brûler un petit peu la peau, etc. Néanmoins, c'est vraiment l'actif phare contre le vieillissement. Il y a toute une kyrielle d'autres actifs, molécules et tout, mais qui sont bien moins étudiés, bien moins efficaces que le rétinol. Donc le rétinol, ouais, c'est vraiment top. Après tout le reste du skincare, l'hydratation de la peau, les antioxydants, etc., ils ont des effets scientifiques plus ou moins établis, plus ou moins démontrés, plus ou moins importants. Mais si on devait vraiment faire une hiérarchie sur les soins, il faut considérer que la protection solaire et le rétinol sont vraiment au-dessus du reste. Bon, déjà, c'est pas mal comme... C'est pas mal, ça fait des petites idées claires, qu'on peut mettre en application pratique. C'est-à-dire, si vous devez avoir deux trucs à la maison pour le vieillissement, c'est une crème solaire pour se protéger et une crème de nuit au rétinol, par exemple. Voilà. Après, tout dépend évidemment. Il y a différents types de peau, c'est très compliqué, je peux pas expliquer ça en 2 secondes. On peut avoir des peaux grasses et des peaux sensibles, etc. Mais les 2 actifs les plus importants, si on devait faire une pyramide, parce qu'après il y a aussi une histoire de budget, on peut acheter plein de trucs, mais à un moment il faut savoir combien on veut mettre, etc. Les trucs qui valent le plus le coup, c'est ça. Bon, ma dernière question, elle résume un peu tout, mais est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vieillir dans notre société en ayant traversé les grossesses, les changements de corps et de silhouette? Est-ce que tu as la sensation depuis, tu vois, ça fait un petit moment que tu vois un panel de personnes dans ton cabinet, qu'il y a une augmentation des demandes à avoir un look parfait. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'est... Oui. Je comprends ta question. Oui, ma réponse est oui, c'est difficile. C'est clairement difficile. On est dans une société de l'image. On le voit, les réseaux sociaux, ça a changé on le voit, on a des demandes de plus en plus jeunes. Donc oui, c'est quelque chose de difficile, vieillir, parce que la peur du vieillissement, de la mort, ça a toujours existé de tout temps. Le poids de l'image est de plus en plus important. Il y a aussi les photos. Avant, les photos, c'était quelque chose de rare. Maintenant, on fait des photos toute la journée, donc on se voit plus. Tu vois, les zooms, comme on fait. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose de difficile, de plus en plus difficile. Je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver une sérénité par rapport à ça. Mais c'est pas facile, encore une fois, c'est des mantras, c'est des choses faciles à dire, mais pas à réaliser. Je pense que le rôle du médecin, du chirurgien plasticien, évidemment, c'est notre gagne-pain. Donc, on va se dire, il va faire le plus possible pour gagner le plus possible. Je comprends qu'on puisse penser ça. C'est pas du tout la conception que je me fais de mon métier. Nous, on est là dans un rôle d'aide qui est, la chirurgie, ça doit être pour moi la dernière étape lorsqu'on n'a pas réussi à s'accepter, que les traitements non chirurgicaux n'ont pas été concluants, etc. Mais vraiment, je pense qu'il faut remettre un peu de médecine dans la chirurgie plastique, c'est-à-dire qu'il y ait cet aspect de soins, donc d'accompagnement, et puis du coup, l'aspect psychologique, il est hyper important. On est des fins psychologues, des chirurgiens plasticiens. Un bon chirurgien, c'est avant tout quelqu'un qui comprend bien, qui arrive bien à écouter les patients, les patientes, etc. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui on est dans une phase on est un peu déboussolé parce que le poids de l'image a augmenté rapidement. On est
on n'est plus tout à fait en phase avec ça, donc ça crée beaucoup de névrose, beaucoup de stress, beaucoup de gens qui le vivent mal. J'espère qu'on va pouvoir retrouver une sérénité par rapport à ça, retrouver en fait une corrélation aussi entre la beauté et la santé, parce que je pense qu'il faut pas les dissocier. Il faut essayer de maintenir sa santé. Ça va aussi, c'est ce qui va vous donner un bon teint, une belle peau, etc. C'est le fait de bien maintenir votre santé. Et les rides d'expression de gens qui ont beaucoup souri sont souvent perçus comme plus jolis, des rides d'expression que des gens qui ont beaucoup froncé leurs sourcils. Ouais. Donc en fait, tout ça c'est corrélé. Mais effectivement, comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on est une société dans laquelle il est difficile de vieillir. Je suis d'accord. Merci beaucoup. T'es d'accord ? Ouais. Eh bien, écoute, c'était un plaisir, Clémentine. Merci à toi d'avoir pris tout ce temps. Et puis, j'espère en vrai, on arrivera à se croiser un jour. Vu que tu viens d'à côté de chez moi. On a raté les fêtes de Bayonne l'an dernier, mais peut-être l'an prochain. Je te prépare avec ton bébé. Merci beaucoup, Fred. Ciao. Allez, bis, ciao. C'était Dr Frédéric Lange, chirurgien esthétique. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Allez-y, faites-vous plaisir. D'ailleurs, d'après Spotify, La Matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde. Alors un très très grand merci pour votre engouement, votre fidélité autour de ce podcast. Petite nouvelle, nous avons lancé la newsletter. Si vous voulez vous inscrire, c'est tout en haut des notes de cet épisode. Allez-y, c'est 2 fois par mois. Vous aurez les dernières nouvelles de la matrescence, toutes mes recommandations, les podcasts, les livres, les documentaires que je peux regarder, lire. Voilà, tout ce qui fait que ça peut être intéressant quand on est parent, et pas seulement mère, quand on est parent. Aussi, si vous cherchez un épisode, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous avez un onglet recherche, vous tapez le mot-clé, il y a quand même plus de 150 épisodes bientôt, vous devriez peut-être trouver votre bonheur. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.